Bonjour, ici Ciné Express. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film de 2019, basé sur l'histoire de Henri IV, intitulé « Le Roi ». Attention aux spoilers et bon visionnage. Nous sommes au début du XVe siècle et le chevalier anglais Henri Percy, plus connu sous le nom de Hotspur, mène la rébellion contre les royaumes voisins. Après une nouvelle bataille victorieuse contre les Écossais, Hotspur demande à son roi de payer la rançon que le pays de Galles réclame pour son cousin, mais le roi refuse, estimant que cela n'en vaut pas la peine. Hotspur s'emporte et insulte le roi, en mentionnant que ce dernier ne tient pas compte de toutes les années de service de sa famille, avant de quitter la pièce à grands pas. De son côté, le prince Henri vit dans une modeste maison en ville, se faisant passer pour un roturier nommé Hal. Il ne s'intéresse ni à la politique ni au trône et passe ses journées soit en compagnie de femmes, soit à boire avec son compagnon John Falstaff qui est un chevalier à la retraite. Un après-midi, il est abordé par un messager du château qui l'informe que le roi est malade et demande à son fils d'aller le voir. Henri refuse d'abord l'invitation, mais John lui parle et le convainc que ne pas y aller serait pire que d'affronter son père, car il devra vivre toute sa vie avec ce regret. Henri cède et va voir son père, qui lui dit ce qu'il savait déjà: Henri a beau être le fils aîné, il ne sera pas roi, le trône reviendra à son frère Thomas. Le roi sait qu'Henri ne veut pas de la position de toute façon, mais il a estimé qu'il était de son devoir de dire ces choses directement à son fils. Henri est en fait parfaitement d'accord avec cette décision, mais il est contrarié lorsqu'il apprend que Thomas va marcher contre Hotspur le jour suivant. Il pense que la nouvelle génération ne devrait pas être impliquée dans les querelles de leur père, mais Thomas ignore son inquiétude. Cette nuit-là, Henri ne peut se résoudre à s'amuser parce qu'il pense sans cesse à Thomas qui se met en danger. Aussi le lendemain, il va voir son frère sur le champ de bataille. Thomas n'est pas heureux de le voir là, mais Henri ignore ses plaintes car il n'est pas là pour lui voler la gloire, il veut juste sauver la vie de Thomas. Il envoie un messager à Hotspur avec un défi de combat singulier, et Hotspur l'accepte même si cela va à l'encontre des souhaits de son père. Henri et Hotspur sont tous deux de très bons guerriers, et leur duel est donc assez équitable. Ils commencent à se battre avec leurs épées, mais ils les perdent rapidement et ont recours au bon vieux combat à main nue. Après de nombreuses luttes, Henri parvient à plaquer Hotspur au sol et à le poignarder avec une dague. Cette victoire a permis d'éviter une énorme bataille et a sauvé de nombreuses vies des deux côtés, mais Thomas n'est pas reconnaissant, il était censé s'imposer comme un leader, et Henri lui a volé toute sa gloire. Portant sur ses épaules le poids douloureux d'avoir pris une vie, Henri retourne à sa vie de boisson jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, ils reçoivent la visite du juge en chef du roi, Sir William Gascoigne. Thomas est mort au combat, et le roi est lui aussi sur son lit de mort. Henri doit donc retourner au palais s'il ne veut pas que le royaume sombre dans le chaos sans leader. Furieux de la mort de son frère, Henri rend visite à son père et le traite de monstre juste avant que le vieil homme ne meure, laissant le pays entre ses mains. Alors que tout le monde se prépare pour le couronnement, un groupe de serviteurs se rend à la maison d'Henri en ville pour récupérer ses affaires. John est mis à la porte de la maison et il apprend ce qui s'est passé avec son ami par la bouche du domestique, sans pouvoir revoir Henri avant le grand jour. La cérémonie de couronnement se déroule sans problème, et plus tard, pendant le dîner, Henri ouvre les cadeaux envoyés par les autres rois. Il offre un calice en or à sa sœur Philippa, reine du Danemark, et un oiseau mécanique à son cousin le comte de Cambridge. Le dernier cadeau, par contre, est assez surprenant, le dauphin de France lui a envoyé une simple balle sans mots. Henri décide de la garder en souvenir du garçon qu'il était autrefois. Cependant, le lendemain, Gascoigne lui fait remarquer que la balle a été envoyée comme une insulte et qu'il doit y répondre. Henri ne veut cependant pas réagir aux provocations, il veut parvenir à la paix par la conciliation, il préfère donc se concentrer sur les affaires locales plutôt que d'alimenter leur querelle avec la France. Plus tard, alors qu'Henri passe du temps avec Philippa avant son départ, elle lui conseille d'être prudent car les membres d'une cour royale ont toujours leurs propres intérêts en tête et un roi ne peut jamais être sûr de savoir à qui faire confiance. Le lendemain, l'archevêque de Canterbury tente de mettre Henri au courant de l'histoire de la généalogie du roi de France au cas où il devrait revendiquer le trône, mais Henri s'ennuie tout simplement. Peu importe ce que son père voulait, Henri n'a aucune intention d'envahir la France ou Jérusalem, et une telle décision n'est pas bien accueillie par les nobles de sa cour. À la fin de la réunion, Gascoigne félicite Henri de se soucier de son peuple, mais il lui fait également remarquer que le fait de ne rien faire contre les railleries de la France le fait passer pour un lâche.
Pendant ce temps, Jon commence à découvrir à quel point la vie est dure sans la compagnie du prince, les gens ne le reçoivent pas aussi bien dans les tavernes, et il doit payer ses propres affaires. Lorsqu'il mentionne qu'il a un ami haut placé, l'aubergiste se contente de lui rappeler qu'il a été abandonné comme un vieux chien. Un peu plus tard, Henri interroge un prisonnier qui demande l'asile en échange d'informations. Il prétend être un assassin envoyé par le roi de France pour tuer Henri, et une telle information est considérée par les nobles de la cour comme un acte de guerre direct. Cependant, Henri ne cède toujours pas et envoie au roi de France une lettre disant que l'envoi d'un assassin est un acte lâche, et que s'il veut la guerre, il doit envoyer son armée et se battre correctement. La décision d'Henri devient un sujet de préoccupation parmi les nobles. Le comte de Cambridge et Lord Grey sont approchés par des agents français qui veulent qu'il change de camp. Ils vont donc parler à Gascoigne pour lui demander conseil car ils perdent confiance en leur roi, et l'offre française est bien plus alléchante. Après avoir promis de faire quelque chose, Gascoigne s'adresse à nouveau à Henri, lui faisant remarquer que le fait de laisser ses questions en suspens finit toujours mal, et que c'est l'occasion pour Henri d'unir le pays pour de bon. Voyant qu'il n'a pas vraiment le choix, Henri accepte de déclencher une guerre avec la France, considérant les actions de ses agents envers ses nobles comme le troisième et dernier coup de grâce. Il ordonne également que le comte de Cambridge et Lord Grey perdent leur tête, déçus que celui qu'ils considéraient comme un ami s'avère être de mèche avec l'ennemi. Ayant besoin de quelqu'un en qui il peut avoir confiance et sur qui il peut compter, Henri se rend en ville à la recherche de Jon, qui est contrarié parce qu'il a été ignoré pendant tout ce temps. Henri s'excuse de ne pas l'avoir contacté plus tôt, mais il est évident qu'il a été occupé et qu'il a de nouveau besoin de son meilleur ami. Il veut que Jon devienne le maréchal de son stratège militaire en chef, et Jon accepte à une condition, Henri doit payer sa dette qu'il doit à l'auberge. Quelque temps plus tard, Henri et son armée font route vers la France. Peu après leur arrivée, ils trouvent un village abandonné et décident d'y établir leur camp afin de pouvoir construire des catapultes pour attaquer Harfleur. Henri veut remporter cette victoire par un siège afin d'éviter de sacrifier des hommes si tôt, mais les jours continuent de passer sans aucun résultat. Les nobles s'inquiètent et l'archevêque insiste pour attaquer, mais Henri refuse et cette fois, Gascoigne le soutient car il est important pour eux d'établir une place forte de garnison ici pour leur ligne d'approvisionnement depuis l'Angleterre. Heureusement, le plan fonctionne et Harfleur se rend. Le chef ne demande qu'une seule condition, que les femmes et les enfants soient libérés, et Henri accepte de leur accorder cette clémence. Plus tard, ils reçoivent la visite de Louis, le dauphin de France, qui décrit avec des détails troublants ce qu'il fera à Henri et à son armée s'ils ne se rendent pas immédiatement. Henri admet que le récit est émouvant, mais se contente de souhaiter bonne nuit au dauphin avant de quitter la tente et de demander à Jon de préparer l'armée à reprendre la route. Après de nombreux kilomètres de voyage, le parti monte à nouveau le camp et envoie 3 jeunes pages chercher du bois. Le roi Louis les trouve et en tue 2 avant de renvoyer le 3e avec une tête dans les mains en guise de message. En réponse, Henri ordonne à Jon de tuer tous leurs prisonniers français et d'envoyer leurs corps sur des pics au bord de la rivière, mais Jon refuse d'obéir car ni lui ni Henri ne sont ce genre d'hommes assoiffés de sang. Le lendemain, Henri et son armée reprennent la marche jusqu'à ce qu'ils atteignent les collines, où une surprise à glacer le sang les attend, l'armée de Louis, qui les surpasse de beaucoup en nombre. Les nobles anglais conseillent à Henri de battre en retraite, mais Jon intervient en expliquant qu'il a un plan. Le terrain entre les armées est une zone inondable, et comme Jon est sûr qu'il va pleuvoir ce soir parce qu'il a mal aux genoux, ce terrain va devenir une véritable mare de boue. L'armée française est composée d'hommes montés, ce qui signifie des armures lourdes et des chevaux qui resteront coincés dans la boue. Henri pourra envoyer quelques hommes comme appât pour les faire sortir de leur position, et une fois qu'ils seront embourbés, le reste de l'armée d'Henri pourra attaquer à pied et sans armure, donc il devrait être capable de se déplacer librement et rapidement quand les Français ne le pourront pas. Avec les habiles archers d'Henri, cette vitesse peut s'avérer être un avantage incroyable. Les nobles pensent que ce plan est incroyablement stupide, mais Henri fait confiance à Jon et décide de lui donner une chance. S'il pleut pendant la nuit, ils attaqueront au matin. Heureusement, la prédiction se réalise et il pleut pendant la nuit, si bien que dès que le soleil se lève, l'armée se prépare à exécuter le plan. Henri est contrarié lorsqu'il voit Jon se préparer à mener le groupe d'appât, il décide donc de rendre visite à Louis pour lui demander un combat singulier comme il l'avait fait avec Hotspur. Louis décline l'offre, trop confiant dans sa plus grande armée et insinuant qu'Henri fait cela parce qu'il a peur de perdre la bataille. Furieux mais toujours déterminé, Henri retourne auprès de ses hommes et prononce un discours d'encouragement avant de se cacher dans les bois pendant que l'équipe d'appât part au combat. Louis tombe dans le piège et envoie la moitié de son armée,
mais ils sont immédiatement bombardés de flèches par les archers d'Henri, et tombent dans la boue, comme John l'avait prédit. Le groupe de John fait suffisamment de dégâts pour ralentir les Français, et lorsque Louis envoie le reste de ses hommes, Henri et son armée sans armure rejoignent la bataille à pied comme prévu. Toutes les prédictions de John continuent de se réaliser, et les hommes d'Henri prennent facilement l'avantage alors que les Français peinent à se battre dans la boue. Lorsque Louis comprend enfin qu'il est en train de perdre la bataille, il vient demander un duel à Henri, mais ce dernier refuse de combattre le prince qui ne cesse de glisser dans la boue. Devant l'embarras dans lequel se trouve Louis, Henri autorise ses soldats à le tuer à la place. Toute l'armée respecte maintenant Henri après une victoire aussi glorieuse, mais il n'a pas le temps de célébrer car il a trouvé le corps de John. Bouleversé et en deuil, il ordonne à ses hommes de tuer tous les prisonniers avant de se regrouper. Quelques jours plus tard, le roi de France vient voir Henri pour lui offrir sa capitulation à une seule condition: Henri doit épouser sa fille, la princesse Catherine de Valois. L'union des deux familles royales permettrait d'éviter toute querelle future, et Henri accepte donc. Il retourne en Angleterre, où la foule attend avec impatience les célébrations du mariage, et Henri s'entretient avec Catherine en privé avant de rencontrer le grand public. Catherine lui assure qu'elle ne se soumettra pas à lui et qu'il doit gagner son respect, mais elle se demande également pourquoi Henri a attaqué la France en premier lieu. Sa famille n'a jamais envoyé d'assassins et certainement pas de ballons, son père est un roi bon et aimé qui n'a jamais voulu de guerre. Se souvenant des paroles de sa sœur et se montrant suspicieux, Henri va voir Gascoigne pour lui demander comment il a trouvé l'assassin en premier lieu. L'histoire de Gascoigne est vague et se contredit sans cesse. Ainsi, lorsque Henri commence à s'interroger sur la taille du territoire de Gascoigne après la conquête de la France, l'homme craque et admet que tout cela faisait partie de son plan. Il a inventé les actes d'agression de la France, mais il ne le regrette pas, car c'est ce que voulait Henri: la vraie paix ne peut être forgée que par la victoire, et maintenant les royaumes sont enfin unis. Gascoigne se met à genoux pour faire appel à la grandeur de son roi, mais Henri se sert de sa dague pour le tuer d'un seul coup. Par la suite, Henri retrouve Catherine et lui fait promettre de toujours être honnête avec lui. Catherine lui donne sa parole pendant qu'ils entendent la foule dehors chanter le nom d'Henri. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications, et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt.